Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs, monsieur le doyen, monsieur le directeur de la HES. Bienvenue ici à cette réunion qu'on a organisée avec d'une part la faculté de médecine et l'université, la Haute École de Santé de Genève, les hôpitaux universitaires de Genève. C'est en leur nom que j'ai le plaisir de vous accueillir ici et vous souhaiter la bienvenue. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, vous voyez ici qu'il y a deux affiches, celle d'aujourd'hui, mais celle du Geneva Health Forum, parce que la réunion d'aujourd'hui se fait dans le cadre de l'organisation du Geneva Health Forum. Et vous voyez que c'est un forum qui se fait tous les 2 ans. Il va se tenir mi-avril, 18-20 avril, au CICG, en face, à l'avenue de Vermont, et qui s'occupe et qui s'intéresse au problème de l'accès aux soins, de l'accès à la santé. Alors, dans ce que nous allons discuter aujourd'hui, on est en plein dans la cible du problème de personnes blessées, malades, dans des situations de conflit, qui n'ont pas accès aux soins qu'ils devraient et qu'ils méritent d'avoir. L'actualité récente nous rappelle froidement que rien n'est jamais acquis, en fait, et que le rêve que Henri Dunant, de retour de Solferino en 1859, donc c'est pas tout neuf, a mis en œuvre en créant le mouvement de la Croix-Rouge, c'était simplement autour de porter assistance aux blessés, quel que soit le camp. Vraiment, un principe extrêmement simple. Et on peut se dire que plus de 150 ans après, normalement, tout ça devrait être acquis. Et bien malheureusement, ce n'est pas tout à fait la réalité. Quand même, depuis Solferino et la création de la Croix-Rouge, il y a un peu plus de 150 ans, des progrès énormes ont été accomplis. Les conventions de Genève ont établi des règles, des codes de conduite et ont permis de porter assistance à des millions de personnes blessées et malades, qu'elles soient militaires ou civiles. Mais la nature des conflits actuels a complètement changé. Elle ne cesse de se modifier, de se complexifier. Il devient de plus en plus difficile d'identifier les différentes factions en présence, d'entrer en contact avec elles et de s'assurer que les principes fondamentaux du droit international humanitaire sont considérés ou, en tout cas, appliqués. Les forces rebelles, ou considérées comme telles, les forces gouvernementales, les groupements paramilitaires, ou plus ou moins, qui sont eux aussi plus ou moins contrôlés, appliquent de moins en moins ces principes. Pire encore, les médecins, les infirmières, les ambulanciers, le personnel des services de soins, vous avez des directeurs d'hôpitaux qui se font assassiner, comme ça a été le cas malheureusement en Irak. Personnel de services de soins, les hôpitaux, les centres de santé sont devenus des cibles. Certains sont menacés, sont arrêtés, voire torturés pour avoir porté secours à des blessés. Les blessés et les malades se voient refuser l'accès aux soins. Ils sont même battus, torturés, voire exécutés. Il ne s'agit même pas d'essayer d'obtenir des informations, il s'agit simplement de casser et d'anéantir l'autre. Alors je citerai juste une partie du texte de Bertrand Kieffer que vous pouvez trouver à l'entrée. Et Bertrand Kieffer disait « Pourquoi cet acharnement pour empêcher tout acte médical ? Parce que la médecine est le point de contact le plus étroit entre l'humain et le pouvoir. C'est dans l'acte de soigner, dans les rites et les valeurs de la médecine, de la prise en charge de personnes souffrantes que se construit l'humain. C'est en faisant disparaître cette démarche que l'on déconstruit le mieux la dignité et qu'on arrive à faire croire qu'une personne peut être qu'une masse de chair haïssable. Je crois que c'est une citation extrêmement forte à ce niveau-là que je voulais faire. Devant ce constat, à savoir que les fondements de base de la médecine, l'impartialité et la bienveillance sont de plus en plus mis à mal dans les conflits actuels, il est apparu essentiel à nos 3 institutions de réaffirmer notre engagement et notre volonté, notre ferme volonté, de respecter les principes de conduite donnés par l'éthique médicale. Vous avez sur vos tables la déclaration que je n'aurai pas besoin de lire puisque vous en avez chacun une copie, qui était donc co-signé par nos 3 institutions. C'est pour cela que nous avons invité 2 personnalités représentant la Genève humanitaire, M. Bruno Jochum, directeur général d'MSF Suisse, et M. Paul-Henri Arny, haut responsable du CICR, de l'initiative Les soins de santé en danger.
Donc sans plus attendre, je vais présenter M. Jorhoun qui va nous faire un exposé sur l'expérience de MSF qui malheureusement s'est trouvé dans des situations telles que nous allons discuter aujourd'hui, de violence ou d'attaque de services médicaux. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour une organisation aussi importante qu'MSF? Alors, M. Jorhoun est nommé directeur général de Médecins sans frontières suisse en juin 2011. Depuis 2006, il était directeur des opérations du centre opérationnel d'MSF de Genève, en charge de la politique opérationnelle et pilotant les programmes de 21 pays. Bruno Jorhoun a débuté dans l'aide humanitaire médicale en 1993, dans la Corne de l'Afrique et la région des Grands Lacs. En 1994, il devient chef de mission à Goma, au Congo RDC, suite à l'afflux des réfugiés rwandais du génocide et l'épidémie de choléra. Après 5 années en charge des affaires économiques et sociales au sein d'une collectivité locale en France, il part comme chef de mission des programmes MSF en Iran et en Afghanistan de l'Ouest en 2001. En 2003, il a rejoint le centre opérationnel de Genève, où il a occupé la fonction de responsable de programme pour un groupe de pays incluant la Somalie, le Soudan, le Myanmar et l'Amérique centrale. Bruno Jorhoun a étudié aux instituts d'études politiques de Strasbourg et de Paris. Il est par ailleurs titulaire de master en relations internationales et droit international public des universités de la Sorbonne à Paris et de Nancy. À toi la parole. Bonjour. Donc, je suis très heureux de faire cette présentation devant vous, donc personnel soignant, étudiant ayant envie de devenir soignant dans le futur, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important qui touche vraiment à ce qui est essentiel dans l'acte de soin, la relation des soignants aux patients et aussi la conception qu'une société peut avoir d'un blessé. Hein, est-ce qu'un blessé reste un ennemi ou pas lorsqu'il est finalement hors d'état de nuire? C'est quelque chose, la violence auxquelles sont confrontés les personnels soignants, les patients, dans les différents conflits dans le monde sont quotidiennes et je dirais tous les jours quasiment Médecins sans frontières est confronté aux conséquences dans ces projets ou est témoin d'actes de cette nature. À l'heure actuelle, on a encore 2 collègues de la section espagnole qui sont retenus otages en Somalie. Ils ont été pris au mois d'octobre dernier dans le camp de réfugiés de Dadaab à la frontière du Kenya et de la Somalie. On a également eu 2 personnes, dont un médecin assassiné à Mogadiscio début janvier. Et je dirais c'est une réalité quotidienne auquel on fait face. Donc je voudrais prendre un certain nombre d'exemples pour illustrer ce que ça veut dire, et ensuite je partagerai quelques éléments d'analyse sur les facteurs qui, à mon avis, influencent cette évolution. On peut prendre simplement sur les 18 derniers mois la plupart des grands contextes de conflits, hein, que ce soit ce qu'on a appelé le printemps du monde arabe, les conflits en Somalie et au Soudan, dans la Corne de l'Afrique, ou par exemple le Congo RDC. Dans le monde arabe, en particulier en Libye, hein, où nous avons eu des interventions chirurgicales l'année dernière à partir du mois de mars, ce qu'on a constaté quasiment de manière systématique, ça a été le ciblage du personnel médical et des patients, notamment dans certaines villes comme Misrata, mais également ailleurs, où en fait l'objectif était de nier aux blessés le droit d'être pris en charge. Hein, et je dirais que c'est l'anti-acte médical, dans le sens où il s'agit plutôt d'achever les patients ou de prendre le personnel soignant comme cible à travers des snipers autour de l'hôpital. Et ces témoignages ont été très directement recueillis par notre staff sur place de manière permanente.
On l'a vu également à Bahreïn, par exemple, où il ne s'agissait pas d'un conflit, mais de manifestations réprimées, où très directement, les lieux hospitaliers ont été pris finalement comme des structures où l'appareil sécuritaire pouvait simplement identifier, filtrer les opposants et procéder à des arrestations. Et en fait, on a vu comment le lieu hospitalier devenait une pièce d'un appareil répressif. On l'a vu également plus récemment en Syrie, où la plupart, je dirais, des personnes blessées, notamment dans l'opposition, ont une crainte absolue de se rendre dans les structures de soins publics, pour la même raison, parce qu'il y a un appareil répressif qui utilise l'hôpital comme lieu d'identification, d'arrestation, voire d'élimination de certains opposants. Et cette tendance donc, a été vérifiée en quelques mois dans au moins 3 pays. Dans des contextes comme le Congo, on a pu voir, par exemple en 2009, alors que Médecins sans frontières était en train d'organiser une campagne de vaccination dans des zones sous contrôle de l'opposition armée, le groupe du FDLR, l'organisation même de la campagne par Médecins sans frontières avec le ministère de la Santé, en fait, a servi d'appât pour une offensive militaire. Et en fait, le jour même où cette campagne était organisée dans 7 villages et où donc des enfants, des femmes étaient rassemblés, en fait, l'armée en a profité pour lancer une offensive sur ces villages même parce que la population était rassemblée. Au Congo aussi, on note des attaques multiples contre soit des hôpitaux, soit des lieux de vie où travaillent nos équipes. On a eu encore, je dirais, il y a quelques mois, un médecin qui a été blessé par balle lors d'une de ces attaques. À Dadaab, donc je disais, où on a eu récemment 2 personnels qui ont été kidnappés, il faut bien comprendre qu'on est face à une population de 450 000 réfugiés qui vit dans des conditions largement lamentables, dans une zone semi-désertique. Quelle est la conséquence de ces attaques sur du personnel médical? C'est évidemment une chute drastique de la prise en charge et des soins. Il faut voir qu'aujourd'hui, ces conditions d'insécurité nous forcent, au lieu d'avoir à peu près 30 ou 35 personnels médicaux très qualifiés qui pourraient gérer l'hôpital de 200 lits qu'on a, on est obligé de réduire à 4 ou 5 le nombre de personnes, ce qui veut dire qu'on assure à peine le minimum des soins dont ces réfugiés auraient besoin. Quelle est la lecture de tous ces événements que nous avons? Je dirais une partie de ces attaques sont liées de manière assez classique à la représentation que peuvent avoir certains groupes ou certaines populations des organisations humanitaires comme ayant des ressources qui sont pillables ou qu'on peut prendre. Ça ne concerne pas directement les organisations médicales, mais à peu près 50% de nos incidents sont liés à ce facteur. Ce qui pour nous est beaucoup plus inquiétant, c'est la manière dont ces dernières années, il y a eu une volonté très largement répandue d'instrumentalisation de l'aide médicale ou de la santé à des fins politiques et militaires. On l'a vu très bien, par exemple, en Afghanistan, où, je dirais, l'offre de soins de santé, notamment depuis 2001, s'est faite au nom notamment d'une stratégie de contre-insurrection, où en fait la multiplication des postes de santé est là pour acquérir le support de la population et donc est directement vue par l'opposition talibane comme étant, je dirais, des structures politiques, à visée politique. C'est pour ça que l'accès des patients à ces structures va être fortement entravé. Elles sont parfois prises pour cible. Et encore en Afghanistan, nous avons eu toute une série, je dirais, de négociations
avec les différentes forces armées pour garantir que aucun homme armé rentre dans les hôpitaux pendant les actes de soins et respecte ces lieux. Il était extrêmement régulier que soit les forces britanniques, américaines, afghanes pénètrent dans les hôpitaux pour simplement prendre ou arrêter des patients qui étaient blessés et pris en charge. Donc ce sont je dirais, des exemples typiques où justement la neutralité des structures médicales n'est pas assurée, ce qui induit aussi une non-utilisation par la population de ces services. Autre facteur, donc je tiens à souligner que ce facteur joue dans un nombre croissant de contextes. Ce n'est pas uniquement l'Afghanistan, on le voit en Somalie, on l'a vu au Soudan, etc. Autre facteur important, c'est une volonté d'empêcher le témoignage ou d'empêcher toute possibilité de tracer des actes d'élimination de patients ou de torture, notamment dans un contexte où une justice internationale se met en place. Et il est très clair, on l'a vu par exemple au Soudan, au Darfour, que dans un cadre où la justice internationale souvent reprend des témoignages sur des actes criminels à l'encontre des patients des facilités médicales, que la volonté d'entrave des autorités tend à se renforcer dans un certain nombre de contextes. Aujourd'hui, on n'a pas accès, du fait des autorités, ni en Syrie, comme on n'en a pas eu en Libye. Et aujourd'hui, la possibilité d'assister comme organisation médicale des populations qui sont bombardées dans plusieurs régions du Soudan est quasiment impossible. Finalement, et peut-être le plus inquiétant pour nous comme organisation médicale, et je reviendrai à ce qui s'est passé dans des pays justement comme la Libye ou comme la Syrie, c'est, on va dire, ces politiques qui vont à l'encontre direct de l'esprit même de l'acte médical, où là, il ne s'agit pas simplement d'entraver ou d'empêcher l'acte médical, il s'agit au contraire d'avoir une politique de la terreur qui consiste clairement à utiliser la médecine comme acte de répression et à des fins qui sont en contradiction directe avec l'objectif qui est de soigner. Et c'est une tendance qu'on a vu s'accélérer. Il est encore trop tôt pour voir qu'est-ce que cela veut dire, mais ça justifie pleinement aujourd'hui pour Médecins sans frontières donc de se joindre aux côtés du CICR dans une vaste campagne de mobilisation parce que on ne peut pas laisser un tel non-respect des acteurs médicaux se mettre en place. Ce sont moins les organisations internationales comme Médecins sans frontières, comme le CICR qui sont touchés. Ce sont avant tout les médecins personnels des ministères de la Santé, des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui sont les premières victimes de cet état de fait. Voilà. Et donc, je vais laisser la parole à mon collègue du CICR. Merci, Monsieur Jorhoum. Je propose qu'on passe tout de suite à l'autre exposé et ensuite on aura largement le temps vous aurez largement le temps de poser des questions. Le deuxième orateur est Monsieur Paul-Henri Arny, chef du projet Les soins de santé en danger au CICR. Diplômé d'histoire contemporaine et en sciences politiques de l'Université de Genève, il reste quelques jeunes voix au CICR, c'est bien. Les aborigènes, voilà. Monsieur Paul-Henri Arny a rejoint le Comité international de la Croix-Rouge, donc le CICR, en 1990. Il était en poste dans différentes zones de conflit, notamment en Ouganda, en Bosnie-Herzégovine, au Sri Lanka et au Pakistan. Il a également travaillé comme chef de mission en Tanzanie, au Tchad, en Ukraine et en Serbie, où il a dirigé la délégation régionale du CICR pour les Balkans de 2007 à 2011.
De 1994 à 1998, Paul-Henri Arnier a dirigé le service de production audiovisuelle et parmi vous, certains des étudiants ont vu ce film que je passe sur la sécurité au CICR. Le monsieur qui conduit la voiture 4x4 et qui se fait arrêter par les forces non contrôlées, eh bien, c'est Paul-Henri Arnier. Et qui se fait blesser aussi à la jambe. Je lui ai demandé tout à l'heure, mais il a bien récupéré. Et depuis 2011, Paul-Henri Arnier est le chef du projet Les soins de santé en danger, aux soins de la direction des opérations au siège du CICR à Genève. Merci beaucoup d'être venu. On va commencer par un film de quelques minutes pour vous mettre tout de suite dans le bain. Il s'agit d'ambulanciers en Libye, d'ambulanciers non professionnels. Il s'agit du portrait d'un jeune homme de 19 ans à qui on confie une ambulance du jour au lendemain dans un conflit. I went to Libya to report and to see how the healthcare personnel in Ras Lanouf, Ashdabia, Benghazi, and then Misrata, to see the challenges that they had to face to perform their work. In the beginning, one of the biggest issues that they had was to actually understand their war. Like how close they could come to the front, how long they could stay in front. They had to deal with shortage of doctors, nurses. They had to deal with no electricity. They had to deal with several cases that they never treated before. Omar is a 19-year-old ambulance driver. It's the first time he's driving an ambulance. They just gave him an ambulance with some start, and they said, "Okay, go," you know. And he had with him sometimes a doctor or sometimes a medical student, and they went to the very front line. Omar worked 24 hours a day. You know, he never went home. That's basically everybody inside the hospital because no one could go home. The emotions of the hospital were very high. Most of the people there were waiting to know how their friends, how their family members were reacting from surgery, you know, very traumatic experience, or because some of the very near loved ones were killed. And every time that the rebels came in with wounded soldiers, it was also a problem for the hospital because many people would, civilians, they would react like they would
try to take revenge. So I saw in cases when a doctor tried to treat one soldier and they tried to stop the doctor. We see how close actually everything was happening, how close the doctors, they actually, in this kind of situation, they have to get. That's a thing that happens in a war. You have seconds between saving a life and losing one. Ça fait 150 ans qu'on tire sur les ambulances. La Croix-Rouge est née à cause de ça. J'allume mon micro, je crois. Ça fait 150 ans qu'on tire sur les ambulances. La Croix-Rouge est née dans une situation médicale d'urgence. Ça fait plusieurs décennies aussi qu'il y a des actes tels que Bruno les a décrits. Il y a même des politiques. Moi, j'ai travaillé 1 an et demi en Bosnie-Herzégovine entre 92 et 93. Les civils étaient la cible principale du conflit. Ce n'étaient pas des cibles collatérales et parmi eux les blessés, les malades aussi. Il s'agissait de déporter des minorités par tous les moyens et si on n'y arrivait pas, on les exécutait. Il y a eu d'ailleurs à cette occasion un des pires crimes de guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale, vous vous en souvenez peut-être, en novembre 91, le 20 novembre 91, tout un hôpital, 300 personnes, personnel soignant, malades, blessés, familles, dans des bus. Et on en a retrouvé 200, 5 ans plus tard, dans un charnier. Il manque toujours 51 personnes, de ces 251 personnes qui avaient été donc arrêtées, déportées au sein même de l'hôpital pour être exécutées. Et aujourd'hui, les familles des 51 personnes les cherchent. Alors, ce n'est pas récent comme phénomène. Simplement, on a vu, notamment avec le printemps arabe, notamment avec certaines formes nouvelles de conflits, effectivement, des éléments d'analyse ont fait, des témoignages du terrain ont fait qu'on a l'impression que c'est en augmentation. Alors on a voulu savoir un peu si cette impression se justifiait ou pas. Et ce que le CICR a fait, c'est en 2008, un de nos médecins qui avait lancé toute la campagne contre les mines antipersonnelles, le processus d'Ottawa dans les années 90, a fait une étude pendant 2 ans. Alors je vais vous présenter en un quart d'heure parce qu'on aimerait vraiment laisser de la place pour les questions et pour vos questions. Donc, je vais essayer d'aller rapidement sur 2 points surtout. Je vous expose un petit peu la problématique telle qu'on l'a découverte dans cette étude et telle que les rapports qui nous arrivent du terrain le montrent. Et puis ensuite, le point 2, c'est un peu, à partir de ce constat, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose et en quoi cette initiative vise à améliorer la situation sur le terrain. Donc, le docteur Robin Coupland a étudié pendant 32 mois dans 16 pays, 655 incidents en particulier, des incidents graves, pour essayer de dégager une typologie de ces types d'attaques. Ce n'est pas une étude scientifique universitaire avec 500 chercheurs, avec des moyens lourds. C'est un médecin du CICR avec ses relais sur le terrain qui a essayé, avec un prisme assez large, avec une méthodologie mise au point au Canada, d'analyser cette typologie. Il en a sorti, au niveau typologique, les types de violences suivants, que ce soit dans des conflits armés ou dans des situations de violence, ou même dans des situations effectivement de troubles politiques, de manifestations, d'émeutes, etc. Plusieurs catégories. Vous trouvez cette étude sur Internet, sur www.cisr.org. Il y a certaines de ces violations et de ces attaques sont le fait de forces armées régulières, pour la moitié, pour l'autre moitié de forces d'opposition armée, de forces rebelles. D'autres sont la spécialité de forces rebelles.
Par exemple, l'utilisation d'explosifs. C'est les fameux EIDs, Explosive Devices, ces bombes improvisées qu'on place sur des convois ou à l'entrée des villes ou dans les villes et qu'on fait exploser. C'est une espèce de mine anti-char ou antipersonnel artisanal. Ça, c'est la spécialité des groupes armés. Les intrusions armées, ben, c'est typiquement justement l'exemple de Vukovar ou d'autres pays où des forces régulières, des forces de police entrent dans un hôpital, soit pour éliminer des opposants ou pour déporter des civils, soit parce qu'un hôpital qui traite des blessures par balle, comme à Genève, blessures par balle à Genève, la première chose qu'un docteur fait, qu'un médecin fait, c'est qu'il appelle la police, parce qu'on entre dans le domaine criminel avec une blessure par balle. Et donc, un juge est saisi, la police enquête, etc. Mais dans un conflit armé, c'est beaucoup plus grave que ça, parce qu'on oublie le juge, on oublie la procédure. La police vient immédiatement, ou les paramilitaires, ou les rebelles, parce que blessure par balle veut dire qu'on peut découvrir quelle est l'histoire de cette blessure. Et si le blessé en question, on aimerait savoir du point de vue des porteurs d'armes, s'il est venu seul, s'il est venu avec 15 personnes, s'il est venu avec des munitions, s'il y a une infiltration dans la ville à partir des montagnes, est-ce qu'ils ont laissé des ânes ou des véhicules à l'extérieur de la ville, etc. Et il y a toute une série de questions qui sont d'ordre militaire, posées, et qui font pression sur les blessés ou sur les médecins, Et puis, parfois, c'est grave. Dans les zones grises, dans les zones tenues pendant la journée par les forces gouvernementales, pendant le soir par la guérilla, comme en Colombie, par exemple, pendant ces 30 dernières années, on a des médecins qui ont été tellement mis sous pression qu'ils ont fini par recevoir une balle dans le dos, ou ils ont fini par disparaître. Or, dans une situation de violence et de conflit, une disparition au bout de 6 mois, vous pouvez être sûr à 99%, à 99% que la personne est morte. Donc, cette pression, ces intrusions armées, c'est extrêmement fréquent et c'est extrêmement grave aussi. Et puis ensuite, il y a toutes ces autres violations, dont certaines sont administratives, comme par exemple l'obstruction et les délais au point de contrôle. Quand vous conduirez une ambulance, peut-être vous le faites déjà, un SAMU à Paris, une ambulance à Genève, etc., c'est fantastique l'ambulance, parce que on est déjà presque dans la salle d'opération, on stabilise le blessé, on a par la sirène et par la police un couloir dégagé sur le pont du Mont-Blanc, on traverse la ville, on arrive à l'hôpital, l'équipe chirurgicale est déjà informée à l'hôpital, on est déjà prêt, les anesthésistes sont prêts, etc., on peut déjà stabiliser le patient dans le véhicule, et puis il arrive, il est opéré. Alors imagine dans un pays comme l'Afghanistan, imaginez 30 ans de guerre, pauvreté, corruption, plus de fric, plus de budget, ça c'est parti, ou c'est affaibli, et puis en plus un conflit armé. Première chose qu'une situation de trouble, de conflit provoque, c'est l'arrêt de la circulation. Les checkpoints poussent comme des champignons. Et au checkpoint, un blessé qui pisse dans son sang est d'habitude dans ces pays évacué par un taxi, par une ambulance. On l'a vu à Sarajevo, on le voit aujourd'hui en Syrie ou ailleurs, en Afghanistan. Un véhicule privé avec un blessé qui pisse le sang, c'est un suspect du point de vue du jeune soldat qui est au point de contrôle. Donc il le fait attendre. Il le fait attendre, il n'a pas d'ordre, la chaîne de commandement, ou bien il a des ordres de laisser passer personne. Et puis il y a une mortalité en conséquence qui est énorme au point de contrôle. Dans les meilleurs cas, il y a des femmes qui accouchent au point de contrôle. Dans le pire des cas, il y a des blessés qui meurent. Et ça, c'était assez fréquent, par exemple, en Afghanistan. Je vous raconterai ce qu'on a fait par rapport à ça, où il y avait vraiment une mortalité énorme parce que les voitures privées qui évacuaient des blessés étaient arrêtées pendant 6 heures, 8 heures, 10 heures de temps, avec interdiction de passer, avec un type qui était en train de mourir. Harcèlement par porteur d'armes, ça, c'est toutes sortes de raisons, y compris des raisons privées, des raisons criminelles, des raisons politiques, des raisons ethniques, des raisons religieuses, il y a toutes sortes de raisons. Ambulance attaquée ou saisie, ça c'est le fait quasiment à 100% de forces rebelles. Agents de santé tués ou enlevés, je vous ai raconté pourquoi. Pillage, ça c'est aussi une spécialité rebelle. Ils se font une capacité médicale en quelques heures en pillant les hôpitaux, les centres de santé gouvernementaux dans la plupart des pays. Ils ont évidemment un intérêt à réparer, entre guillemets, leurs combattants, mais aussi leur population civile. Et donc les pillages sont fréquents. Et puis, il y a l'insécurité générale. Alors imaginez ça, les couleurs se sont mises automatiquement, il ne faut pas me demander, mais imaginez que la partie brune, c'est la mer, la partie immergée d'un iceberg, et puis la partie jaune, c'est la partie... la partie jaune, c'est la partie immergée, la partie... la partie...
Ça fait 1 an, je suis genevois, j'ai passé 13 ans à l'étranger, ça fait 1 an que je travaille sur ce projet, exclusivement en anglais, puis j'arrive plus à parler ma langue, c'est terrible. Donc les attaques, c'est la partie immergée de l'iceberg, on va y arriver. On voit que ça. On voit que ça, l'attaque ici, parce que c'est ça qui fait la une des journaux, la une des télés, etc. On voit un peu moins justement ces problèmes administratifs au checkpoint. On ne voit pas du tout la discrimination, parce que le racisme, il n'a pas de couleur, il n'a pas d'odeur, il est invisible. Et là, il y a des cas récemment, par exemple. Bon, j'ai vu ça tous les jours en Bosnie il y a 20 ans, mais plus récemment, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a 2 ans, lors de la fin de la période de violence, il y a plein de blessés d'une tribu X qui n'ont pas pu entrer dans des hôpitaux d'une tribu Y, dans une ville, dans une capitale africaine, presque aussi moderne que Miami. Quand vous allez à Abidjan, c'est des gratte-ciel, c'est vraiment une grande ville africaine. Et tout à coup, il y avait ces problèmes-là d'accès des blessés dans un hôpital, en particulier celui d'Abobo. Discrimination, c'est donc des médecins interdits de pratiquer ou des blessés qui ne sont pas pris en charge selon l'éthique médicale, le triage, mais qui sont pris en charge selon leur appartenance ethnique. Et puis, ce qui n'est pas visible non plus dans cet iceberg immergé, c'est l'insécurité. Donc, quand vous avez un pays comme le Congo, qui après 20 ans ou 30 ans de guerre et de corruption, le tout accumulé, ça a des impacts peut-être qui tuent davantage qu'une attaque contre une ambulance ou qu'un médecin qui est assassiné ou qui est enlevé. C'est-à-dire que vous n'avez plus de campagne de vaccination, vous n'avez plus de santé primaire dans des parties immenses, vous avez une espèce de tache blanche sur des larges parties du monde où, dans des coins comme la Centrafrique, avec la frontière avec le Soudan, le Congo, c'est lunaire au niveau de la couverture de santé. Il restait un médecin dans cette région ici des 3 frontières, Centrafrique, Congo, Sud-Soudan. Il a été enlevé en septembre, il a disparu. Il devait, comme seul médecin, probablement couvrir une zone grande, comme un peu plus grande que la Suisse romande. Il a disparu, il ne sera jamais remplacé. Il n'y a personne qui prendra le risque d'aller au fin fond du pays avec son salaire jamais payé. Pourquoi? Pour risquer sa vie. Un autre médecin comme ça a disparu au mois de mai dans les montagnes du Pakistan, dans une zone tribale, la Khyber Agency, le docteur Shakil, et il était le seul médecin, c'était un chirurgien, le seul médecin pour toute une province tribale du Pakistan. Donc à peu près l'équivalent de 8 vallées valaisannes. Eh bien, il a disparu, il ne sera pas remplacé. Et donc, d'un coup, cet événement lié à l'insécurité, qui est invisible, dont on ne parle pas, prive des populations entières de soins de santé. Alors, si vous prenez la partie immergée de l'iceberg, la partie sous-marine de l'iceberg, vous arrivez finalement à un problème qui est assez énorme, qu'on considère comme étant un problème majeur de notre temps, mais sous-estimé, pas assez analysé. On souhaite vraiment que des universités, on y reviendra tout à l'heure, on souhaite que des médecins, on souhaite que des organisations comme MSF, qui est un excellent centre de recherche à Paris, étudient davantage cette question-là. C'est une question complexe, comme on l'a vu. Elle est liée au développement, elle est liée à la conflictualité, elle est liée au manque de respect fondamental du plus vieux serment professionnel de la planète, parce que votre serment, le serment d'Hippocrate, il a 2400 ans, si je ne me trompe pas, c'est la charte professionnelle la plus ancienne du monde. Eh bien, ce serment-là, il parle d'impartialité. Et l'impartialité, dans les situations de violence armée, dans les conflits, c'est la première victime. Et ce n'est pas facile à traiter, c'est un problème qu'il faut traiter par plusieurs angles. Les priorités pour nous, maintenant qu'on a fait le constat, c'est les suivantes, c'est de travailler, il y a une faute d'orthographe là, c'est de travailler en faveur des blessés et des malades, des structures de santé, du personnel de santé et des transports médicaux. On a pris exprès des grands thèmes qui sont évidents. On lance un programme ou un projet, une initiative sur 4 ans, avec un seul objectif, c'est de faire une différence pour les gens sur le terrain. On veut vraiment pas c'est pas un projet de communication, c'est pas un projet médical, c'est un projet qui touche l'ensemble du CICR. Et maintenant, on essaie de former des alliances avec d'autres organisations et certains États pour, ce que je vais vous montrer, pour faire cette différence sur 2 axes, pour essayer d'avoir un impact sur 2 axes. On va, en 2012 et 2013, organiser 13 conférences d'experts sur des choses extrêmement concrètes sur lesquelles je vais revenir, dans le but de trouver des recommandations pratiques pour le passage des ambulances, pour les points de contrôle,
pour l'interdiction d'interroger un médecin et des choses comme ça. Et puis un axe opérationnel qu'on va proposer à nos 80 bureaux et délégations, et ainsi qu'aux Croix-Rouge et aux Croissants-Rouges de la planète, et à d'autres organisations si elles le souhaitent, pour améliorer la connaissance, le diagnostic du problème. Il faut une meilleure analyse, et puis la réponse opérationnelle. Les étapes, très rapidement, on a un mandat de la communauté internationale qui nous a été donné en décembre lors de la conférence quadriannuelle qui a lieu tous les 4 ans du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge. Ce mandat, c'est de justement trouver des solutions et de faire une consultation globale. On aura 12 ateliers d'experts cette année, le premier à Londres avec la profession médicale, le 23 avril, à Washington plus tard, ensuite à Oslo avec les Croix-Rouges, au Caire, deuxième partie avec les médecins, à Téhéran, deuxième partie avec les Croix-Rouges et Croissants-Rouges. On aura d'autres consultations à travers le monde dans ces 2 prochaines années pour sortir idéalement 30, 50 recommandations extrêmement concrètes et on en fera un bilan en 2015. L'idée, ce n'est pas d'arriver avec un catalogue de mesures en 2015 et puis que ça dorme sur une armoire ou une étagère des ministères. L'idée, c'est de sortir des recommandations. Par exemple, en Afghanistan, par rapport à ce que je disais, le passage du point de contrôle, pendant toute la guerre de 2001 à 2010, ces ambulances privées, ces véhicules privés avec des blessés, étaient arrêtés au checkpoint, restaient des heures. Les gens étaient ensuite amenés à la base avec le blessé, à la base ISAF internationale, pour être interrogés. Et si le gars survivait à ces heures sans soins, sans prise en charge, il était amené à l'hôpital. Mais il y avait une mortalité énorme en conséquence. On a commencé à discuter avec les forces ISAF et ensuite avec le commandement américain. C'est monté jusqu'au général en chef, McChrystal à l'époque, qui a changé une SOP, une Standing Operating Procedure, juste en l'inversant. D'abord à l'hôpital pour stabilisation du blessé, sous garde militaire si nécessaire, si c'est un suspect, mais stabilisation à l'hôpital et ensuite interrogatoire. Alors, ce qu'ils ont perdu en fraîcheur de renseignement, ils l'ont gagné en images, enfin à l'époque. Et en tout cas, en 2010, on a réussi à faire cette inversion qui a sauvé, cette inversion de procédure, qui a sauvé pas mal de vies. Donc c'est à ce niveau-là de précision qu'on aimerait conduire ces ateliers. Ensuite, on aimerait les tester. Voilà les villes dans lesquelles ça va se tenir. Washington, Sydney, Oslo, Téhéran, Londres, Le Caire, Pretoria, Brasilia, Bruxelles, Belgrade, Dakar, Abuja et Buenos Aires. Avec les États, les organisations internationales, les médecins locaux, les ministères de la Santé, la société civile pour les derniers, les juges pour Bruxelles et Belgrade. Et puis l'autre axe, c'est soutenir nos bureaux et les Croix-Rouges nationales pour justement systématiquement, pour que l'assassinat du docteur Shakil dans la montagne soit analysé, soit pris en compte, pour qu'on ne rate pas des incidents importants, qu'on puisse faire des démarches immédiatement, comme on le fait déjà souvent, mais qu'on le fasse plus systématiquement en cas de violation, que ce soit avec des talibans, des Américains, que ce soit dans un autre conflit avec les parties au conflit. Et puis renforcer le dialogue avec les groupes armés, puisqu'ils sont responsables de la moitié des incidents. Et le deuxième objectif de cette réponse opérationnelle, c'est renforcer la coordination. Et puis ensuite, tester sur le terrain ces recommandations. L'histoire du checkpoint, si on arrive à une recommandation comme ça, on aimerait la tester immédiatement, on n'aimerait pas attendre 2015, mais la tester avec un certain nombre d'armées pour voir s'ils achètent, s'ils peuvent déjà l'intégrer. Ils n'ont pas besoin de conférence, les forces armées n'ont pas besoin d'une conférence internationale pour intégrer ou pas une procédure. Donc on veut déjà tester tout ça. Et puis en 2015, ça sera davantage la fin du projet et le bilan que le début. Il y a aussi une campagne de communication qui va avec, ce pins, il y en a à la sortie, vous pouvez vous servir, en français, en arabe, en anglais, en chinois, etc. Alors, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais on aimerait positionner le problème davantage, parce qu'on trouve que c'est un problème un peu confidentiel, sauf quand l'actualité s'en empare, comme il y a quelques semaines. Mais on aimerait beaucoup plus, on aimerait avoir une place plus forte sur le radar médiatique. Je sais pas, je prends un exemple, la plupart d'entre vous avez moins de 30 ans, vous avez dû entendre parler de ce buzz autour de Joseph Kony 2012. 200 millions de personnes qui ont vu ça. Joseph Kony, ça fait 30 ans qu'il sévit, c'est un cinglé, c'est un malade. Il a échappé à 3 forces armées au minimum depuis 30 ans. Son mouvement s'appelait différemment avant, ça s'appelait
the Holy Mobile Revolutionary Force. The Holy Mobile Revolutionary Force. Quand j'étais en Ouganda en 1990, c'était Alice Lakwena, sa mère spirituelle, qui avait lancé ce machin. C'est déjà à l'époque, c'était des gens extrêmement impressionnants. C'était des espèces de fondamentalistes chrétiens, tribalistes, etc. Ils ont tué beaucoup de gens, ils ont tué beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents. Cette vidéo, sur laquelle il y a toutes sortes de controverses, mais a été vue 200 millions de fois en un mois. Il y a des leçons à tirer, on va pas essayer de faire pareil, mais il y a des leçons à tirer parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, etc., et puis les tweets, j'entends ça a une influence et ça a un impact que ça n'avait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans. On va essayer d'utiliser tout ça. Pour développer une communauté d'intérêt et finalement promouvoir des mesures concrètes de façon à créer une pression, en tout cas mettre la question un peu plus vers le centre du radar de la préoccupation des États et des forces armées également. On aimerait que ça soit perçu vraiment pour ce que ça mérite, c'est-à-dire un problème urgent. Je m'arrête là. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur le site du CICR, www.cicr.org. Il y a cette bannière en anglais ou en français. Il y a des films, il y a des publications, etc. Vous en trouvez aussi là-haut. Parmi les publications, il y en a une qui est intéressante. On l'a confiée à une chercheuse ancienne de MSF, qui est vraiment une femme bien, une chercheuse indépendante et créative, Fiona Terry. Donc, elle a fait ce bouquin, ce qui est une sorte de mise à jour de l'étude dont on parlait tout à l'heure, avec des cas 2011, comme la Libye et d'autres. Et là, vous avez un petit peu l'état du problème, ce que le droit dit, le droit international, mais aussi le droit des droits de l'homme, et puis un résumé de ce que cette campagne vise à faire et atteindre. On s'allie donc on a le plaisir de développer maintenant un partenariat pour la première fois entre le CICR et MSF. On va définir les contours de ce partenariat. On s'est aussi associé avec le World Medical Association, qui est un petit secrétariat d'un grand mouvement international de 99 sections fondé à Nuremberg en 1948 pour que plus jamais il y ait de Nuremberg. Donc, ils sont spécialisés dans l'éthique médicale et pour empêcher justement que la médecine soit utilisée pour le contraire de son objectif. Ils ont développé des guidelines et toute une éthique. Ils sont spécialisés de l'éthique. Ils ont développé donc toutes sortes de textes sur l'alimentation forcée des détenus, l'interdiction pour un médecin de participer, de nourrir de force dans des grèves de la faim, etc. Toute cette question qui a été reprise sur Guantanamo et sur d'autres contextes récents. Alors, on s'allie avec eux, et puis il y aura 5 ou 6 États aussi qui vont nous soutenir de manière concrète. On est en train de confirmer ça. Les Norvégiens sont les premiers à l'avoir confirmé, avec le réseau diplomatique qui nous aide à faire avancer le schmilblick, comme on dit à Genève. Voilà, je m'arrête là, et puis j'ouvre les questions adressées à Bruno. Oh, je crois que vous aviez un slide, hein?